Bonjour à tous et bienvenue sur le JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto et qui est sponsorisée aujourd'hui par Kraken. Et on va commencer avec une info très importante qui est arrivée en toute fin de semaine, vendredi après-midi. La Cour suprême des États-Unis a déclaré que les droits de douane imposés par Donald Trump au cours des derniers mois sont invalides. En effet, Trump les avait mis en place en se fondant sur une loi de 1977 qui permettait au président, dans le texte, de réguler les importations. Et d'après eux, la manière dont ce texte est rédigé interdit de l'utiliser comme justification pour mettre en place des droits de douane. Il ne peut être utilisé que pour totalement interdire l'importation d'un pays. Mais l'effet de cette décision a été quasiment nul sur les marchés et ce n'est pas sans raison. Immédiatement après la publication de cette décision, Donald Trump a inondé son réseau social de messages écrits avec un peu trop de majuscules. Bien que pour une fois, je dois reconnaître qu'il a réussi à les séparer en plusieurs paragraphes. Et ce qui nous intéresse se trouve surtout dans le tout dernier paragraphe. Ici, il indique que certains autres droits de douane qui avaient été mis en place sur une base juridique différente continueront de s'appliquer, qu'il va chercher d'autres moyens juridiques d'imposer les droits de douane qui ont été annulés, et qu'il a immédiatement ajouté un droit de douane universel de 10% qui s'ajoute à tous les droits de douane existants. Donc au final, tout continue plus ou moins comme avant malgré la décision de la Cour suprême, ce qui explique l'absence de réaction des marchés. Toujours aux États-Unis, ensuite dans les infos de la semaine, il y en a qui concernent le célèbre groupe CME, propriétaire de la plus ancienne des places boursières américaines. Ils avaient annoncé il y a quelques mois que bientôt il serait possible de trader 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chez eux. Et cette semaine, on a appris que ce serait mis en place à partir du 29 mai pour les contrats à terme et les options crypto qu'ils proposent. À condition bien sûr que les régulateurs le permettent, même si un refus paraît assez peu probable sous l'administration Trump de toute façon. Cette nouveauté peut avoir l'air d'être mineure pour les traders, mais elle apportera quelque chose de très positif et c'est la continuité du procédé de découverte des prix. Alors qu'autrefois il était fréquent de voir des prix changer radicalement entre le vendredi et le lundi matin, d'ici quelques mois ça n'aura tout simplement plus lieu. Enfin peut-être que je suis un peu optimiste puisque de nombreuses bourses continueront de fonctionner à l'ancienne. Mais au moins le groupe CME aura fait le premier pas et on pourra espérer que d'autres les suivront. Cela dit, si vous avez envie de trader de la crypto sur une plateforme américaine, le mieux reste quand même d'aller voir des spécialistes et plus spécifiquement notre sponsor du jour. Kraken, c'est juste une des meilleures plateformes d'échange crypto qui vous propose des centaines d'actifs, du trading sur marge de x3 à x10, une interface totalement personnalisable, plusieurs applications mobiles, une chaîne de deuxième couche disposant de son propre écosystème DeFi, un service de paiement crypto-fiat avec carte de paiement associée et bien plus encore. Normalement, rien que ça justifie de créer un compte chez eux, mais en ce moment, il y a encore une raison de plus et pas des moindres. Jusqu'au 9 mars 2026, en utilisant l'application mobile Kraken, vous avez la possibilité de bénéficier de l'offre spéciale February Deposit Match. Avec celle-ci, toute somme d'argent fiat ou crypto déposée sur votre compte Kraken donnera lieu, peu de temps après la fin de la promo, à un versement en monnaie stable correspondant à 3% de la valeur de ce que vous avez versé. Par exemple, si vous versez 1000 €, vous aurez un bonus de 30 €. Il faut toutefois que je souligne une condition spécifique de cette offre. Pour conserver le bonus, la somme déposée doit rester pendant 18 mois sur Kraken. En principe, je n'aime pas garder mes fonds sur les plateformes d'échange, mais s'il y en a bien une pour laquelle je pourrais faire une exception, c'est Kraken, surtout avec son service de staking intégré qui permet de faire grossir son portefeuille passivement pendant les 18 mois qu'il faut attendre. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse cliquer sur les liens en description. Et maintenant, retour aux actualités avec une annonce qui fait écho à celle du groupe CME. En effet, les institutionnels de la TradFi ne font pas des progrès qu'en Amérique. En France aussi, ils continuent leur travail de rapprochement et d'intégration de la crypto. Jeudi, la filiale de la Société Générale SG Forge a annoncé avoir déployé sur le XRP Ledger sa monnaie stable indexée sur l'euro. C'est le troisième réseau à en bénéficier après Ethereum et Solana. Enfin, en bénéficier, c'est un bien grand mot. Sur Ethereum, le volume quotidien de la plus grosse paire Uniswap avec de l'EURC va de 15 000 à 250 000 $, et sur Solana, il est de 4 $ tous les jours, sauf parfois quand il est de 6 $. J'espère donc qu'ils trouveront un public un peu plus enthousiaste sur le XRP Ledger. Ensuite, du côté de la Banque Centrale Européenne, mercredi, ils ont publié les résultats d'un de leurs derniers rendez-vous au sujet de leur projet d'euro numérique. Et je trouve que ce rapport est très intéressant parce qu'il met en lumière les dysfonctionnements d'un ancien système corrompu jusqu'à la moelle. Alors on le savait plus ou moins déjà, mais ici ils font un petit résumé actualisé de la chronologie des événements et de ce qui est prévu. Depuis novembre 2025, ils se préparent au lancement d'un exercice pilote en conditions réelles à partir de la mi-2027. Et la mise à disposition du public de cet euro électronique devrait avoir lieu en 2029 à condition que les législateurs adoptent la réglementation appropriée courant 2026. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui se trouve un peu plus loin, les explications concernant l'architecture du système. Comme on peut le voir ici, les banques traditionnelles continueront de jouer le rôle d'intermédiaire entre la banque centrale et le public. Pour accéder à l'euro numérique, il faudra continuer de payer des frais de tenue de compte, des agios, etc. Et rien que ça, c'est tout simplement scandaleux. En 2017, 60 millions de consommateurs avaient fait une enquête et les résultats étaient édifiants. Le montant des frais prélevés par les banques est exorbitant, ces frais touchent particulièrement les pauvres qui n'ont déjà pas assez d'argent pour payer les factures,
Les agios sont quasi usuriers, les banques facturent quasiment tout le maximum légal pour toutes leurs opérations et surtout, grâce à ce système conçu pour saigner à blanc les plus pauvres d'entre nous, les banquiers se gavent comme des canards dans une ferme gersoise. Déjà en 2017, ce crime financier qui ne dit pas son nom rapportait plus de 6 milliards d'euros à ces vampires en costume cravate. Ça représente 30 à 35% de leur chiffre d'affaires alors que ces pratiques ne sont possibles que parce qu'il n'existait aucune alternative aux banques jusqu'à l'invention de la crypto. Mais la crypto est généralement ignorée du grand public, surtout en Europe, ce qui fait qu'en 2017, les banques pouvaient encore se permettre de continuer de faire ça. Alors évidemment que quand la Banque centrale débarque avec un projet officiel qui serait très facilement adopté par le grand public et qui les rend complètement inutiles, ça a ruiné leur journée. Une monnaie électronique centralisée où tout est géré directement à la BCE aurait interdit à ces parasites de continuer d'exister, ou au moins de continuer leur cosplay du shérif de Nottingham. Ils auraient été obligés de fournir de vrais services, vous imaginez ? Alors les banques ont fait ce que les parasites savent faire de mieux et elles ont tourmenté leur hôte jusqu'à trouver une manière de continuer de le dévorer lentement. Le lobbying, ou peut-être les pressions et faveurs faites à des gens qui appartiennent de toute façon à la même caste, aux mêmes familles, tout ça a permis aux banques de s'insérer dans l'architecture de l'euro numérique. Pire encore, elles seront rémunérées pour le rôle totalement artificiel qu'elles vont jouer dans la distribution de cet euro numérique. Et ce n'est même pas le plus consternant dans cette histoire. Juste après, il démontre rapidement que l'euro numérique permet d'éliminer totalement certains types de frais de transaction, ce qui rendrait l'euro numérique beaucoup plus attirant pour ses utilisateurs. Au moins, ça fait un point positif, pas vrai ? Eh ben non ! Parce qu'à la fin, ils nous font gentiment une petite liste de ce qui a changé à cause des exigences des banques. Et on y apprend que pendant au moins 5 ans, les frais payés par les consommateurs seront comparables aux frais payés avec le système classique, afin que les banques puissent continuer de se gaver, vu que les frais réels de fonctionnement du système seront largement inférieurs. Non seulement la BCE a permis aux vampires de s'incruster dans un système qui n'a fonctionnellement pas besoin d'eux, mais en plus elle fait tout pour leur donner le max de pognon possible avec le moins d'obligations possible. Et pour couronner le tout, ils auraient même prévu de mettre en place des obligations plus strictes pour les fabricants de téléphones qui devraient donner un accès plus étendu à leur logiciel et leur matériel aux banquiers pour faciliter la mise en place de l'euro numérique hors ligne. Ce dernier point n'est pas nécessairement le plus important vu qu'on ne sait pas encore de quoi il s'agit, mais on peut déjà imaginer le potentiel de dérive. En tout cas, une chose est sûre, ce document n'est rien de moins que la preuve écrite que tout le système bancaire européen est irrécupérable. Alors évidemment, en tant que partisan de la crypto, je ne peux pas vraiment m'en plaindre. Mais la victoire quasi certaine sur le long terme des réseaux décentralisés face à ces gratte-papier sans âme serait un peu plus impressionnante s'il n'était pas aussi nul. Parce qu'en vérité, l'euro numérique aurait pu sévèrement remettre en question l'avenir de la crypto chez nous. Comme le disait Gabe Newell il y a quelques années, le piratage est presque toujours un problème de service et pas un problème de prix. Il parle de jeux vidéo, mais en vérité cette règle s'applique partout, même si pour cela elle demande de considérer le terme service comme un équivalent de qualité. Pour la monnaie fiduciaire aussi, la crypto est un problème de service, ou de qualité, avant d'être un problème de prix. La crypto a beau avoir commencé avec des réseaux qui facturaient 300 balles par transaction en période d'affluence, les services fournis et les qualités qu'elle a ont toujours été supérieurs à ceux de la monnaie fiduciaire. La décentralisation et la résistance à la censure déjà sont des qualités d'une valeur absolument phénoménale qui sont présentes depuis l'avènement du Bitcoin. Et puis aujourd'hui, il y a une quantité faramineuse de services de finances décentralisées qui, encore une fois, sont très largement supérieurs à ce qui est offert dans le système de la monnaie fiduciaire. Cependant, et c'est pour ça que je trouve la BCE absolument pitoyable, la crypto est encore très loin d'être parfaite et certains de ses défauts inhérents demeureront particulièrement difficiles à corriger, comme par exemple le devoir des détenteurs de portefeuilles auto-hébergés de protéger leurs propres actifs, qui est trop pesant pour beaucoup de gens. L'euro numérique, malgré tous ses défauts inhérents, aurait pu devenir une solution séduisante pour tous ceux qui sont incapables de s'adapter à la crypto. La BCE aurait pu créer un euro numérique dans lequel il n'y a aucun intermédiaire entre les personnes, aucun frais, aucune limite débile de 3000 € par personne, des comptes épargne avec un rendement proche des obligations étatiques, etc. Ils auraient pu maximiser les avantages que la centralisation peut apporter et construire une alternative crédible à la crypto pour les gens qui font encore confiance aux bureaucrates européens. Mais ils n'ont pas fait ça. À la place, ils nous présentent une espèce de Frankenstein dégueulasse à moitié fini sur lequel on a greffé toutes les parties les plus nécrosées de l'ancien système. Et le jour où la crypto finira par prendre la place de la monnaie fiduciaire en Europe, je ne pourrai pas m'empêcher de penser que cette lutte aura finalement été comparable à un match de boxe entre une étoile montant du milieu au sommet de sa forme et un ex-professionnel devenu tétraplégique qui a avalé 2 bouteilles de vodka avant le match. Parce qu'en plus de cette architecture handicapée qui à terme causera certainement leur défaite, il y a aussi de graves dysfonctionnements qui empoisonnent leur système. Et le dernier exemple en date, c'est l'info que j'ai choisi pour faire la miniature de cette vidéo. Le fichier Ficoba a été piraté. Dans ce fichier qui est entre les mains de la Direction Générale des Finances Publiques, se trouvent toutes les informations dont l'administration a besoin pour vous pister à travers le système bancaire traditionnel.
Votre banque, votre identité, les caractéristiques de votre compte comme le numéro et le type de compte, et les opérations les plus importantes qui y sont effectuées comme l'ouverture et la clôture. Ce fichier automatiquement alimenté par les banques contient en fait les mêmes informations que celles que nous sommes obligés de déclarer chaque année avec le formulaire 3916 bis. On n'y trouve pas d'informations relatives au solde de compte, aux opérations de dépôt et de retrait, mais il contient quand même des choses qui peuvent être très utiles aux criminels. Par exemple, grâce à ces infos, ils peuvent associer le nom d'une personne à un compte bancaire situé dans un établissement qui réserve ses services aux personnes extrêmement riches. Même sans savoir exactement quel est le montant qui se trouve sur les montants associés, le ciblage de futures victimes peut être grandement facilité. Et il ne faut pas se faire d'illusions, la BCE ne sera pas si différente. Avec un système centralisé qui ne sera jamais conçu pour vraiment protéger les utilisateurs, un jour ou l'autre, soit ils se feront pirater, soit quelqu'un de chez eux fera fuiter les données comme ça a été le cas chez nous il y a 2 mois. Et quand ça arrivera, l'euro numérique perdra les miettes de crédibilité qui lui restent face à la crypto qui n'aura pu que s'améliorer avec le temps. Enfin, passons à la dernière info importante de la semaine qui concerne la cession d'Exaion, cette filiale d'EDF dont les activités portent sur le calcul haute performance, le cloud et l'infrastructure blockchain. Il y a quelque temps, la révélation des conditions proposées par les acquéreurs américains avait fait scandale. Notamment, la clause de non-concurrence beaucoup trop large qui s'y trouvait avait servi d'excuse à nos charognards de politiciens pour tenter de se faire mousser. Et très heureusement, il semblerait que le remous provoqué par cette affaire ait fait bouger les choses dans la bonne direction, ou peut-être devrais-je dire dans une direction un peu moins mauvaise. En effet, dans ce communiqué de presse du ministère de l'économie et des finances daté de vendredi, nous avons appris que la cession de Mara Holdings a été finalisée, mais qu'elle prendrait place dans des conditions substantiellement différentes de ce qui avait été révélé précédemment. Afin de garder la main mise sur ce petit bijou technologique national, l'État a ordonné la suppression totale de la clause de non-concurrence, la protection des données sensibles d'EDF qui ne seront plus stockées sur les serveurs d'Exaion, une surveillance étroite de l'État permettant de s'assurer que les conditions sont respectées, l'insertion d'une holding appartenant à Xavier Niel au capital d'Exaion et un conseil d'administration dont 5 membres sur 8 seront nommés par des investisseurs français. Sur le papier, on a donc quelque chose de nettement plus protecteur pour la France. Cependant, la cession a quand même été signée. Les Américains de Mara Holdings sont quand même propriétaires de 64% des parts sociales d'Exaion. Quant à Xavier Niel, bien qu'il soit français, on peut être à peu près certain que ses intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la nation française, même s'ils sont a priori très similaires. Son insertion au capital d'Exaion permet d'éviter que Mara Holdings soit propriétaire de la quasi-totalité d'Exaion, mais ça ne change pas grand-chose étant donné qu'il n'y a que 36% qui restent détenus par des Français. C'est un peu trop faible pour pouvoir dire près de la moitié. Et surtout, le respect des règles et la protection des intérêts français dépendra in fine de cette fameuse surveillance étroite de l'État qui a de très grandes chances d'être imparfaite. Donc l'idée qu'Exaion devienne la nouvelle Gem+, la nouvelle Alstom, ne peut pas tout à fait être exclue, malgré toutes les nouvelles précautions prises par le gouvernement. En tout cas, il est temps de se quitter, alors je vous souhaite une bonne fin de week-end et j'espère qu'on se reverra dimanche prochain sur YouTube. A bientôt!